Durant l'été 2022, les feux ont détruit plus de 62 000 hectares de végétation. Dans les Landes, le déluge de feu a durablement défiguré les sols et les paysages. Un an après, la forêt renaît peu à peu de ses cendres. Mais le changement climatique oblige les forestiers à réfléchir à la manière dont doit être reconstruite la forêt. L'été 2022, des incendies d'une durée et d'une ampleur exceptionnelles ont ravagé 30 000 hectares du massif des Landes de Gascogne. Un an et demi après, Bernard Ablade, sylviculteur, relève à peine la tête. Sur sa propriété, il montre l'étendue des dégâts à son confrère, Marc Viltorte. C'est vers 2 h du matin qu'on est venu essayer de défendre cette petite parcelle qui était en bordure, mais avec des petits moyens. Le feu a donc démarré à 30 km d'ici. On était à 1000 lieues de penser qu'un mois après, il arriverait aux portes de mon domicile. Quand l'intensité du feu a augmenté, l'État a mobilisé tous les départements voisins, voire même des moyens internationaux, puisqu'on a eu des Polonais, on a eu des Allemands qui sont venus nous donner la main. Des flammes de cette taille-là. À ce moment-là, Bernard a immortalisé des scènes effrayantes avec des flammes de plusieurs mètres de hauteur, une végétation ravagée et des pompiers débordés. Un véhicule de pompiers, c'est pas possible de toute façon. Mais après le chaos, c'est une course contre la montre qui se joue pour les sylviculteurs. Il faut rapidement revendre les arbres qui méritent d'être valorisés pour du bois d'œuvre, de la palette ou pour du papier. Le volume de bois qui a été détruit par cet incendie représente à peu près le tiers du volume de bois qui est exploité annuellement sur le massif. Un tiers de volume supplémentaire sur le marché des bois, ça suffit à le déstabiliser de manière significative. Donc ça accentue la perte économique pour les propriétaires. Bernard, lui, n'a rien pu valoriser. Car pour être exploité, un arbre doit avoir au moins 40 à 50 ans. Les bois de sa parcelle calcinée, âgée de moins de 15 ans, ont dû tous être broyés. La perte, je suis tenté de vous dire, elle est totale, puisque la subvention pour le broyage ne couvre même pas ça, mais elle ne couvre pas de toute façon la valeur d'avenir de ces arbres-là qui sont perdus et pour lesquels j'ai perdu moi-même 15 années. Alors il faut que je reparte à zéro et voilà. L'incendie a eu des conséquences plus pernicieuses encore. Un mâle invisible vient achever ces arbres sains, un insecte dévastateur appelé scolite sténographe. Là, le propriétaire visiblement n'a rien fait. Il n'a peut-être pas pu ni commercialiser ses arbres, ni du moins les abattre, comme les consignes avaient été données, de façon à ce qu'on puisse éviter ce problème de scolite, malheureusement. Cette petite bête, elle a une préférence pour s'attaquer à des arbres qui sont affaiblis. Donc là, c'était le cas après un incendie, ça peut être le cas après une tempête. Elle trouve un arbre affaibli, elle vient se nourrir dedans, elle vient pondre. Mais là, vu la quantité de bois mort ou mourant à disposition, les insectes vont proliférer. Et une fois qu'ils ont consommé tout ce qu'il y avait à consommer sur la parcelle, comme ils sont beaucoup plus nombreux, ils vont aller s'attaquer à des arbres sains qui sont à proximité. C'est partout, là. Il y en a, ce sont des poches d'attaque, mais fulgurantes. Là, ça y est, maintenant, tu vois, les aiguilles commencent à roussir, mais il y a 8 jours de ça, c'était encore tout vert. Hein. Ah oui. Alors, il y a un foyer ici, un foyer là, il y en a un ici. Maintenant, là, pour le coup, l'écorce, elle est tombée, elle se décolle très, très facilement de l'arbre. Voilà, donc on s'aperçoit, on voit bien le cheminement de ces insectes avec les galeries qu'ils ont creusées pour pouvoir se promener entre l'écorce. Voilà, l'arbre est tout sec, l'arbre est mort et les insectes n'y sont plus. Et ça se passe en 8 jours. Voilà. Le département de santé des forêts s'est emparé du dossier et a mis en place autour de la zone incendiée des pièges à scolytes dans lesquels le petit envahisseur tombe, attiré par des phéromones artificiels qui recréent celles d'un pain en détresse. Et voilà les bêtes qui sont à l'intérieur. Je vais en prendre un au hasard. Voilà, des fauteurs de troubles qui se permettent de détruire notre forêt en se nourrissant de la sève des arbres. Chaque semaine, Bernard compte le nombre d'insectes. Les données permettent d'évaluer sur l'ensemble des pièges la croissance de la population des scolytes et éventuellement mieux comprendre leur comportement. Allez, on y va? Allez, on embarque. Allez. Devant l'ensemble des risques, les sylviculteurs, Marc Viltorte en tête, attendent beaucoup des recommandations de la défense de la forêt contre les incendies. Pierre Massé dirige l'organisation en Nouvelle-Aquitaine. Pour lui, les événements de 2022 appellent à réfléchir sur l'accélération du dérèglement climatique. 2022, il faut se rappeler qu'il y avait des records de sécheresse et des records de chaleur. Par exemple, 8 jours après l'incendie, on a plus de 42 degrés sur la zone et moins de 8% d'hygrométrie. Donc dans ces conditions, dès que le feu touche quelque chose, ça brûle.
Un scénario d'autant plus inquiétant que température et sécheresse dépassent alors les prévisions faites par Météo France il y a 10 ans pour 2040. Pour les sylviculteurs, il est urgent d'agir. Il y a une dimension patrimoniale et économique, mais il y a aussi une grande dimension affective. On n'a pas du tout envie de voir disparaître une chose à laquelle on est aussi attaché que ça. Et donc les sylviculteurs sont demandeurs de mise en œuvre des préconisations de la DFCI. Le service a vu augmenter ses moyens financiers et plus que jamais fait de la prévention pour rappeler les gestes élémentaires. Il faut penser à faire des réseaux de pistes pour accéder aux parcelles, à peu près un repère 25 hectares de forêt avec une piste autour, un point d'eau tous les 500 hectares, et surtout autour des pistes, il ne faut pas aller mettre en place des arbres, les semer ou les planter, au ras des pistes, il faut laisser au moins 4 mètres. Et puis quand les secours sont sur ces pistes-là, ça leur permet d'être en meilleures conditions de sécurité. De son côté, Bernard a rendez-vous avec Sébastien, un conseiller forestier, pour réfléchir à la replantation de sa parcelle. Moi, je vais essayer de respecter la règle que nos anciens disaient de dire de ne pas reboiser avant 2 années. L'histoire des 2 ans, c'est pour éviter que les jeunes plantations se fassent attaquer par l'hylope, c'est un insecte qui se développe dans les souches fraîchement coupées. Et qu'est-ce qu'il consomme? Il consomme les jeunes pousses des pins. Il va maintenant falloir réfléchir au choix des essences pour le reboisement. Le problème de la région, c'est la qualité de son sol, très acide. Comme tu peux le voir, on est bien sur un pH bien marqué, acide, on est que sur 4. Sans surprise, voilà. Par ailleurs, dès que Sébastien creuse à 1,20 m à peine, c'est du sable qu'il trouve. Des conditions drastiques qui limitent le choix de plantation. Aujourd'hui, le seul arbre capable de boire de l'eau quand il y en a trop et de supporter des températures de 40 degrés pendant 3 semaines, c'est le pin maritime. Pour se défendre contre les incendies, Sébastien préconise toutefois de diviser sa pinède en petites parcelles de 4-5 hectares et de favoriser la biodiversité. Autour de ces parcelles, on peut y mettre des corridors feuillus, type chêne-liège, parce que sur les sols acides, ils seraient adaptés. Pour moi, sur le massif, vu la gestion qui est faite, c'est l'optimum pour éviter tout risque. Les premiers arbres devraient être plantés d'ici fin 2024. Pour Bernard et les autres sylviculteurs de la région, c'est l'espoir d'un nouveau départ.